Imaginez recevoir un appel de votre petit-fils de 14 ans, vous annonçant la disparition de ses parents. La situation paraît inquiétante, mais rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que vous découvriez que derrière cette histoire apparemment simple se cache l'un des crimes les plus choquants jamais enregistrés à Rio de Janeiro. Une famille entière a été exterminée par ceux qui étaient censés la protéger. Et la raison vous laissera sans voix. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez manquer aucune analyse des cas les plus marquants au monde. Le dimanche 22 juin, un appel téléphonique allait bouleverser à jamais la tranquillité de la ville d'Itaperuna, située à environ 300 km de la capitale Rio de Janeiro. À l'autre bout du fil, un adolescent racontait à sa grand-mère paternelle une histoire qui semblait plausible. Son frère de 3 ans avait été blessé par un éclat de verre, lui coupant la bouche, et ses parents l'avaient emmené à l'hôpital grâce à un service de VTC. Le problème, il n'avait pas rappelé. La grand-mère, naturellement inquiète de la disparition de la famille, décida de se rendre à la résidence pour constater la situation. À son arrivée, elle ne trouva que son petit-fils aîné, seul, et apparemment sans aucune information claire sur le sort de sa famille. Face à l'absence de réponse convaincante, elle prit la décision qui allait révéler une vérité terrifiante. Elle se rendit à la police civile pour signaler la disparition. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont certains esprits peuvent tout simplement se déconnecter de la réalité et plonger dans un abîme de froideur calculatrice. C'est comme s'il existait un interrupteur interne qui, une fois actionné, transforme une personne ordinaire en quelque chose de complètement différent. Quelqu'un capable de planifier et d'exécuter des actes d'une cruauté inimaginable sans manifester le moindre remords. Les enquêteurs de la police civile ont immédiatement lancé leurs recherches et se sont rendus dans plusieurs établissements de santé d'Itaperuna et des villes voisines. Ils cherchaient des dossiers de soins pour un jeune enfant présentant des blessures à la bouche, comme l'avait signalé l'adolescent. Cependant, après des vérifications approfondies, ils ont découvert qu'aucun service hospitalier n'avait enregistré d'incident correspondant à la description fournie. Le 25, la police a décidé de procéder à une inspection plus approfondie du domicile familial. Extérieurement, la maison semblait normale, mais une analyse plus approfondie a révélé des signes inquiétants. Des taches de sang suspectes ont été découvertes à certains endroits précis du domicile, notamment sur le matelas du couple, présentant des caractéristiques incompatibles avec un simple accident domestique. Une forte odeur caractéristique de décomposition se dégageait également de la zone. De plus, les enquêteurs ont découvert des traces de sang sur des vêtements, dont certains étaient partiellement brûlés, témoignant d'une tentative évidente de dissimulation de preuves criminelles. Ces éléments ont suffi à faire intervenir l'équipe médico-légale qui a commencé à travailler intensément sur les lieux à la recherche de réponses. Lors de la perquisition, une valise contenant des vêtements et 2 téléphones portables appartenant aux parents de l'adolescent a été découverte. Face à ces preuves matérielles et à l'incohérence de sa version initiale, le jeune homme a finalement décidé de révéler la vérité. Ses aveux furent absolument bouleversants. Il avait assassiné ses propres parents et son jeune frère dans la nuit du samedi 21 juin. Il avait d'abord dénoncé les faits à un oncle, puis avait tout confirmé aux autorités policières. La froideur avec laquelle il avait décrit les événements avait été qualifiée de particulièrement effrayante par les enquêteurs. La raison invoquée pour justifier une telle barbarie était apparemment triviale. Ses parents lui avaient refusé l'autorisation de se rendre au Mato Grosso pour rencontrer en personne une jeune fille avec laquelle il entretenait une relation virtuelle depuis environ 6 ans. Selon ses dires, ils s'étaient rencontrés sur un jeu en ligne alors qu'ils étaient encore enfants et avaient maintenu des contacts réguliers depuis lors via différentes applications et plateformes numériques. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 15 ans et résidant au Mato Grosso, aurait fait pression sur les garçons pour qu'ils le rencontrent en personne, menaçant même de mettre fin à la relation s'ils ne se déplaçaient pas. Mécontent du refus de ses parents et craignant de perdre ce lien virtuel, le jeune homme a décidé de passer à l'action. La planification du crime témoigne d'une froideur de calcul inquiétante. Le jeune homme savait exactement où son père conservait une arme à feu enregistrée, sous la matelas du couple. L'homme était légalement autorisé à le faire en tant que collectionneur, tireur sportif et chasseur et conservait l'arme dûment documentée à son domicile. Ce samedi soir fatidique, après s'être assuré que tous les membres de la famille dormaient, il mit son plan macabre à l'exécution. Il se rendit d'abord dans la chambre de ses parents, saisit l'arme et tira sur son père à bout de poing, l'atteignant à la tête. Immédiatement après, il braqua l'arme sur sa mère, qui n'a eu même pas le temps de réagir, et à lui tirer une balle dans la tête. Comme si cette brutalité ne suffisait pas, il se rendit dans la chambre de son frère de 3 ans et tira sur l'enfant, l'atteignant au cou. Interrogé par les autorités sur la raison de son assassinat, sa réponse a été tout aussi troublante. Il affirma qu'il ne voulait pas que l'enfant grandisse sans ses parents. Après les meurtres, le jeune homme, pleinement conscient de ses actes, a traîné les 3 cœurs vers l'arrière de la résidence. À l'arrière de la propriété se trouvait une citerne où il a déposé tous les corps, en fermant le couvercle pour dissimuler les preuves.
Durant les jours qui ont suivi le crime, le jeune homme est resté chez lui, conservant une apparence de parfaite normalité. Il a même nettoyé certaines parties de la scène de crime, appliqué des produits chimiques sur la citerne où se trouvaient les corps, tenté de brûler des vêtements tachés de sang et caché des objets qui pouvaient le relier au meurtre. Ce comportement démontre clairement qu'il était pleinement conscient de la gravité de ses actes et des conséquences juridiques auxquelles il s'exposait. Lorsqu'il fut finalement conduit au commissariat, le comportement de l'adolescent laissa une impression négative sur tous les acteurs de l'enquête. Il était inhabituellement calme et totalement impénitent. Les policiers rapportèrent qu'il avait parlé des crimes avec une froideur et une objectivité extrême, affirmant même qu'il recommencerait si nécessaire. Il décrit chaque étape des meurtres avec une profusion de détails troublants. Dans sa déclaration, le jeune homme a également mentionné avoir séparé une valise contenant des vêtements et les téléphones portables de ses parents avec l'intention de fuir après les meurtres, objets qui ont ensuite été récupérés par la police lors des perquisitions. Un élément particulièrement révélateur a été découvert au cours de l'enquête. Le jeune homme avait cherché sur Internet des informations sur la manière de retirer l'indemnité de départ d'une personne décédée. Il avait indiqué que son père disposait d'environ 33 000 reais sur son compte FGTS, ce qui laissait penser que le crime pouvait également avoir une motivation financière, outre le désir de voyager pour rencontrer sa petite fille virtuelle. Cette découverte ajoute une couche supplémentaire de préméditation à l'affaire, suggérant que le jeune homme avait planifié non seulement les meurtres, mais aussi la manière dont il bénéficierait financièrement de la mort de ses parents pour financer ses projets futurs. La police civile du Mato Grosso a été appelée pour localiser et interroger l'adolescente impliquée dans la relation présumée en ligne. Mais aucune information officielle n'a été encore fournie sur ce volet de l'enquête. Plusieurs points restent à éclaircir, notamment son existence réelle, son rôle dans les événements et l'existence d'une influence directe sur la décision du garçon. La famille exterminée avait été bien connue dans la communauté locale. Antonio Carlos Teixeira, le père, travaillait comme infirmier et pratiquait le tir comme passe-temps. Dalia Teixeira, la mère, était coiffeuse et utilisait régulièrement les réseaux sociaux pour partager des moments en famille, témoignant de son affection pour son mari et ses enfants. Le plus jeune fils, Antonio Filho, affectueusement surnommé Tatinho, n'avait que 3 ans. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent une famille apparemment heureuse et unie, rendant le crime encore plus choquant pour ceux qui la connaissaient. La découverte de ces meurtres a provoqué un tollé d'enrôle dans toute la ville. Voisins, familles et habitants exprimant leur incrédulité face à la brutalité commise si près de chez eux. L'affaire a rapidement attiré l'attention nationale, reliée par plusieurs médias et ayant eu une répercussion considérable. La froideur de l'adolescent et la lâcheté des crimes, tuer des personnes pendant quelques semaines, ont choqué l'opinion publique. Légalement, le jeune homme a été arrêté et accusé d'un triple homicide avec double circonstance aggravante. Les circonstances aggravantes incluent l'utilisation de moyens empêchant les victimes endormies de se défendre, ainsi que le motif futile. L'utilisation d'une arme à feu a été également considérée comme une circonstance aggravante. Cependant, en vertu de la législation brésilienne en vigueur, et notamment du statut de l'enfant et de l'adolescent, les adolescents de moins de 18 ans sont soumis à une responsabilité différente. En pratique, cela signifie qu'ils peuvent purger une peine maximale de 3 ans de prison avant d'être libérés à la majorité, quelle que soit la gravité des infractions commises. Cette situation soulève d'importantes questions quant à l'adéquation du système juridique brésilien à la prise en charge de crimes d'une telle gravité commis par des mineurs. La possibilité qu'une personne capable de planifier et d'exécuter un triple homicide avec autant de sang-froid puisse réintégrer la société en seulement 3 ans est pour le moins inquiétante. Les autorités continuent d'analyser l'historique des messages de l'adolescent à la recherche d'éléments permettant de déterminer s'il a bénéficié d'un encouragement direct de sa prétendue petite amie en ligne ou d'autres personnes. Une évaluation psychologique approfondie a été demandée afin de comprendre son profil émotionnel et les facteurs qui auraient pu motiver une telle brutalité. Jusqu'à présent, le jeune homme n'a montré aucun signe de remords pour les crimes commis. La froideur avec laquelle il agit, selon les enquêteurs, est l'un des éléments les plus choquants et les plus effrayants de toute l'affaire. Les corps d'Antonio Carlos, de Nalia et du petit Toninho ont été inhumés dans une grande émotion. Familles et amis ont assisté à la veillée funèbre en silence. Beaucoup ne comprenant pas comment une tragédie d'une telle ampleur pouvait survenir au sein d'une famille apparemment stable. Des rapports d'expertise détaillés sont en cours d'élaboration et l'analyse du contenu numérique des appareils des parents et de l'adolescent devrait apporter de nouveaux éléments à l'enquête. Le parquet devrait déposer une plainte officielle dans les prochains mois sur la base des rapports de la police civile. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. D'autres crimes similaires se produisent avec une fréquence alarmante au Brésil, impliquant des adolescents qui réagissent avec une violence extrême lorsqu'ils sont contredits par leurs parents ou tuteurs. En mai dernier, toujours à Rio de Janeiro, un adolescent de 16 ans a tué ses parents adoptifs après une dispute liée à des absences scolaires. Luis Claudio Gonçalves Pinheiro, 58 ans, et Mariana Valente Aboude, 56 ans, ont été tués par le fils qu'ils avaient adopté à l'âge de 6 ans.
Le crime a eu lieu le 24 mai à Jacarepaguá, après que le couple eut interdit au jeune homme de s'absenter des cours pour se reposer avant un cours de jiu-jitsu. L'adolescent a attaqué ses parents à coups de marteau, puis a mis le feu à la maison où les corps calcinés ont été découverts. Après avoir commis les meurtres, il a appelé la police, avoua les faits et raconta qu'il était allé déjeuner avec un ami. Un frère vivant à une autre adresse a confirmé que le jeune homme avait bel et bien un profil agressif. On observe une fois de plus une réaction disproportionnée face au refus parental. À Sao Paulo, un autre cas choquant s'est produit en mai. Un garçon de 16 ans a assassiné ses parents adoptifs et sa sœur. Isaac Tavales dos Santos, 57 ans, Solange Aparecida Gomes, 50 ans, et Laetitia, 16 ans, ont été tués le 17 mai. Le crime a été motivé par une dispute survenue la veille, lorsque les parents ont traité l'adolescent de clochard et lui ont confisqué son téléphone portable, l'empêchant de l'utiliser lors d'une présentation scolaire. L'adolescent a minutieusement planifié les meurtres, utilisant un pistolet 9 mm appartenant à son père, agent de sécurité. Il a même tiré un coup d'essai sur le matelas pour vérifier le fonctionnement du pistolet. Alors que son père entrait à la maison, avec sa sœur, vers 13h20, le jeune homme a tiré dans le dos de son père alors qu'il était dans la cuisine. Il a ensuite tiré dans le visage de Laetitia. À son retour du travail, à 19h, la mère a découvert la scène horrible et a été abattue à son tour par l'adolescent. Après avoir commis la meurtre, il a conservé une routine apparemment normale, il allait à la salle de sport et à la boulangerie, et a vécu 2 nuits dans la maison avec les corps. Le crime a eu lieu le vendredi, et ce n'est que dimanche soir qu'il a appelé la police et avoua. Il a affirmé avoir poignardé sa mère avec un couteau de cuisine, alors même qu'elle était déjà morte, affirmant que la colère ne la quittait pas. Il a ajouté qu'il ne regrettait pas son acte et qu'il recommencerait. Ces cas brésiliens contrastent fortement avec des situations similaires dans d'autres pays où les conséquences juridiques sont sensiblement différentes. Aux États-Unis, par exemple, Carly Gregg, 15 ans, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après le meurtre de sa mère, Ashley Smiley, 40 ans, dans le Mississippi. Le crime a eu lieu le mars dernier, et en septembre de la même année, elle avait déjà été jugée et condamnée. Le meurtre a été filmé par des caméras de sécurité, montrant l'adolescente tirant 3 coups de fouet sur sa mère, comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Après le crime, elle a appelé une amie pour signaler une urgence. À son arrivée, elle lui a demandé si elle avait déjà vu un cadavre, et lui a montré sa mère, blessée par balle, gisant au sol. Plus tard, elle s'est fait passer pour sa mère, et a envoyé des messages du portable de son mère à son beau-père, lui demandant à quelle heure il rentrerait. À son retour, elle lui a tiré dessus, mais il réussit à se libérer, ne souffrant que de blessures à l'épaule. Après une lutte physique, il a réussi à désarmer l'adolescent qui a tenté de s'enfuir, mais a été rapidement rattrapé par la police. La raison, sa mère avait découvert qu'elle consommait de la drogue et l'avait réprimandée, une situation courante dans les relations parents-adolescents. La différence fondamentale est qu'aux États-Unis, elle paiera de sa vie ses actes, tandis qu'au Brésil, des adolescents dans une situation similaire peuvent être libérés en seulement 3 ans. Tous ces cas partagent des éléments étrangement similaires, des motifs absolument futiles, une planification délibérée, une froideur dans l'exécution, une absence totale de remords et une disproportion absurde entre la provocation et la réaction violente. La question demeure. Des peines plus sévères pourraient-elles avoir un effet dissuasif dans ces crimes? Les adolescents présentant ce profil psychologique pourraient-ils être identifiés et traités avant qu'ils ne commettent un meurtre? Ce qui est plus effrayant dans ces affaires n'est pas seulement la brutalité des crimes, mais l'apparente normalité des jeunes impliqués, jusqu'au moment où quelque chose les transforme en tueurs froids et calculateurs. Des familles apparemment stables sont déchirées par des problèmes qui devraient être réglés par le dialogue et non par la violence. Alors que de plus en plus de cas similaires apparaissent, il est urgent de réfléchir sérieusement à l'incapacité de notre société à identifier et traiter ces comportements avant qu'ils ne mènent à des tragédies irréversibles. Protéger des adolescents est essentiel, mais nous devons aussi penser à protéger la société contre des individus qui se montrent capables d'une telle insensibilité et d'une telle violence. L'affaire Hyperteruna est toujours en cours d'investigation. Les autorités s'efforçant de la clarifier dans tous les détails, notamment le rôle de la prétendue petite amie virtuelle dans les événements. Quel que soit le résultat, nous savons déjà que 3 autres personnes ont perdu leur vie pour des raisons tout à fait insignifiantes et qu'un adolescent de 14 ans est devenu un triple meurtrier qui pourrait retrouver la liberté dans quelques années. Cette affaire est encore en cours de développement et nous continuerons à suivre son évolution. Si vous souhaitez des analyses approfondies d'affaires criminelles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Donnez votre avis sur ces affaires dans les commentaires et proposez d'autres que vous aimeriez voir analysées. Votre participation est essentielle pour maintenir ces discussions importantes au cœur de l'actualité.